peut-être présenter une facette de ma formation, de mes intérêts. Donc, je suis d'origine italienne, mais je continue à donner des cours d'italien, malgré que je suis à la retraite. Mais notamment dans les cours d'italien que j'ai donnés et que je continue de donner, ce n'est pas que la langue que j'enseigne, mais aussi l'histoire de la langue. Donc, immédiatement, j'ai fait la relation, un rapprochement, pas une similitude exacte, mais une analogie entre la position que Dante a eue par rapport à la langue de l'Italie et Shevchenko par rapport à l'ukrainien. Dante était toscan, la langue on dit italienne, en réalité c'était le toscan, elle est devenue italienne après 4-5 siècles à l'unité a été adoptée comme langue officielle. Sinon, c'était la langue des poètes, mais pas la langue d'un État, parce que l'État n'existait pas. Mais elle était bilingue dans le sens que la langue de culture de son époque, c'était le latin. Et lui écrivait tous ses traités en latin, mais la poésie, c'était en langue du peuple, la langue populaire, qu'en latin on disait la langue vulgaire. Vulgaire, pas dans le sens péjoratif qu'on a en français aujourd'hui, mais du vulgus du peuple. Et je vis par exemple cette analogie, quand on dit, et c'est alors donc Shevchenko réussit à lui tout seul à créer un mythe national, et c'est alors qu'il écrit ses poèmes en ukrainien, mais sa prose en russe. Le plus on écrit dans une langue, le plus on la parle, le plus on l'enrichit aussi. Oui, c'est vrai. Et donc, c'était un défi d'écrire alors quand même en ukrainien. Et alors là, je suis aussi encore sensible à ces choix. Pourquoi Dante, ses poèmes, il écrit en toscan, qui est devenu l'italien, et les œuvres, pour pouvoir être acceptées, comme tu viens de dire, tous les restes, les traités, il écrit en latin. Mais, je dirais qu'il écrit en latin comme peut-être la prose de Shevchenko est en russe, pour montrer, pour défendre ses idées par rapport à un groupe dominant. Mais pour ce qui est question d'un testament culturel à laisser à ceux qui le suivent, eh bien, là, il écrit en ukrainien parce que c'est la langue pour lui. Ben, il écrit donc quand je mourrai, enterrez-moi dans une tombe au milieu de la steppe de ma chère Ukraine, de façon que je puisse voir l'étendue des champs, de Dnieper et ses rochers, que je puisse entendre son mugissement puissant. C'est vraiment c'est le défi du poète, c'est de laisser un message à des gens qu'il ne connaîtra jamais. Mais par cet biais de la poésie, quelque part, lui, il n'est pas le maître du territoire ukrainien, mais il est le maître du temps de l'Ukraine. C'est très important pour moi. C'est exactement la même opération de Dante, qu'il écrit son poème fondamental, Votre la Divine Comédie. Mais Dante, comme c'est un autre rapprochement que j'ai oublié de citer d'emblée, c'est que Dante aussi a connu l'exil, comme Shevchenko. Lui était un réfugié politique. Shevchenko était un prisonnier politique. Mais lui a été condamné à mort pour des questions politiques par sa ville natale, Florence. Donc il n'est pas mort à Florence, il est mort à Ravenna et il a dû toujours échapper à ses ennemis politiques. Mais l'expérience de l'exil
à mon avis, et ça rejoint quelque part l'expérience de l'immigration. Oui. Pour moi, ça donne l'éloignement de sa terre natale, ça permet de recomposer, avoir une image globale de cette terre qu'on n'aurait pas quand on y vit. Parce que quand on y vit sur sa terre, on est pris par l'esprit des clochers. Quand je suis en Italie, et ça, je crois, c'est les poètes qui donnent cette vision, et un poète notamment qui écrit à partir d'une expérience d'exil. C'est le grand rapprochement que j'ai fait avec Shevchenko et Dante. Voilà. Je vois aussi que tu as imprimé. Oui. Caterina. Oui, Caterina, parce que, évidemment, j'ai parlé toujours de Shevchenko poète, mais il ne faut pas oublier que c'était un artiste, et notamment un peintre. Donc, d'ailleurs, c'est cité même dans ce livre, donc on parle de Shevchenko comme un artiste, un peintre. Et d'ailleurs, c'était notamment ces peintures qui étaient très appréciées par des amis, des collègues, etc. Mais ça m'a frappé ce tableau Caterina, parce que c'est directement, il a peint pour illustrer son poème Caterina. Oui, exactement. Oui. Et alors il y avait un passage très beau, je trouve. Alors il y a une réflexion, la destinée de ce monde m'est-il à croiser, la liberté de ce monde m'est-il en a usé, il en a dans ce monde qui brille d'or et d'argent, qui vivent à maître du monde. La bonne fortune, les fruits pourtant, ils ne sont ni libres ni heureux. D'un air triste et malheureux, ils exhibent leur riche manteau. Je pense directement à tous les nouveaux riches d'aujourd'hui, évidemment, des grands touristes qui viennent aussi du pays de l'Est, faut dire. Il y a certains endroits d'Italie qui sont vraiment occupés par, je ne vais pas dire les nationalités, pour ne pas vexer les personnes, mais qui, donc à côté d'une immigration pauvre, de souffrance quelque part, comme je viens de citer, notamment des femmes qui travaillent en Italie en s'occupant des malades et des vieux, et il y a les nouveaux touristes qui exhibent leur argent et payent avec des euros, des billets de 500 €, mais ce n'est pas les seuls évidemment, c'est le monde entier qui fonctionne comme ça, l'argent, les chiffres pour dire la réussite, le bonheur, etc. Eh bien, il dit que c'est tout le contraire pour lui. Ils exhibent leurs riches manteaux, mais pleurer pour eux est honteux. On ne peut pas pleurer, ils doivent toujours montrer qu'ils sont contents. Et elle dit, mais là, c'est les poètes ou c'est Caterina qu'elle dit? Je ne sais pas, mais c'est pour tout le monde. Prenez tout l'argent et tout l'or et vivez dans l'abondance. Moi, je prendrai les larmes pour déverser ma souffrance. J'inonderai les malheurs de pleurs non retenus. Et je piétinerai l'oppression de mes pieds nus. Ah, je trouve que c'est magnifique cette phrase. Mais ce n'est pas pour maintenant. On pense que pour se libérer, pour disons, se libérer des oppresseurs, qui peut être maintenant, notamment ce sont des oppresseurs économiques à mon avis, mais dans le monde entier. Mais comme elle va le faire, elle pleure et avec des pleurs non retenues, et je piétinerai l'oppression, donc moi-même je vais piétiner l'oppression avec des pieds nus. Donc sans armes, sans lien, avec la force de la conviction. Pour moi c'est un message très important. C'est ça qu'est-ce qu'on laisse aux jeunes, je dirais, aujourd'hui. Pas les jeunes seulement, les Ukrainiens, mais les Belges, les Italiens, etc. Sinon, cette conviction
qu'on peut encore changer le monde sans faire confiance seulement aux armes et à l'argent. Ça, c'est encore une révolution qui peut revenir et qui nous est encore transmise par les poètes. Un de Catherine, il continue à être, non seulement il a oublié son enfant parce qu'il le reconnaît, mais il le méprise. Et c'est ça, notamment, je crois, un problème de notre société. Ce n'est pas tellement le fait qu'il y a des différences culturelles, linguistiques, etc. C'est toujours le mépris qu'on accompagne ces différences. Et là, encore une fois, je trouve que Shevchenko, comme un poète, ce n'est pas seulement, de ce point de vue, un poète pour l'Ukraine, pour la langue ukrainienne, mais par les valeurs qu'il défend, il est aussi un poète universel, qui parle à toute l'humanité. C'est ça qui m'a intrigué dans ces personnages. Merci beaucoup, Carmela.